Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère, ainsi qu'un invité et des invités pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principal de devises étrangères? La parité franc-congolais principale de devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2037,8546 francs congolais. Un euro équivaut à 2186,7417 francs congolais. Un franc CFA égale à 3,337 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 111,7325 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2285 francs congolais, un euro équivaut à 2302 francs congolais et un franc CFA égale à 3,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a connu une légère baisse. Elle coûte 8808,85 dollars américains contre 8823 dollars américains la semaine passée. Eric, le coût de la tonne du cobalt a été réévalué. Il est à 33 755 dollars américains contre 33 750 dollars américains la semaine dernière. L'once d'or est vendue à partir de 1918,10 dollars américains contre 1815,17 dollars américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 68,25 dollars américains contre 76,85 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 2658 dollars américains contre 2756 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda. On vous retrouve avant la fin de cette émission pour le panier de la ménagère. Des performances réalisées dans la mobilisation des recettes intérieures en 2022, 18 427 milliards de francs congolais, 8 milliards 903 millions 400 000, disons, on va dire comme ça, un record depuis que la RDC est indépendante. Comment expliquer cette réalité? On en parle avec deux invités aujourd'hui. Il s'agit de M. Adolphe Lumbikila, il est conseiller mobilisation des recettes du ministre des Finances, et Jean-Paul Boketchou Boufili, il est économiste principal du ministre des Finances. M. Adolphe Lumbikila, bonjour. Bonjour. M. Jean-Paul Boketchou, bonjour. Bonjour Eric. Alors, on va commencer par vous, monsieur Lumbikila, conseiller mobilisation des recettes. On a parlé des recettes, elles ont explosé? Oui. Comment vous l'expliquez? Alors, il faut analyser l'augmentation des recettes dans deux angles principaux. Le premier, c'est d'abord au niveau de la conjoncture économique internationale, avec la reprise de la croissance après la période post-Covid et la demande en matières premières qui fait qu'il y ait augmentation des exportations et donc augmentation du chiffre d'affaires au niveau des entreprises minières qui payent maintenant des impôts en chiffres un peu plus élevés. Ça, c'est au niveau international et qu'il y a des répercussions au niveau national. Maintenant, au niveau national, il y a d'abord un fait politique, c'est qu'une ligne est tracée par le gouvernement qui donne une bonne impulsion au niveau des administrations fiscales et des régies financières à un comportement digne qui est caractérisé notamment par la signature des contrats de performance qui a donné une nouvelle vision dans la gestion des finances. Un deuxième élément, ce sont des réformes qui ont été mises en place qui ont commencé à porter des fruits
depuis 2021 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment expliquer cette mobilisation des recettes en croissance, 11 838 milliards de francs congolais en 2021, un peu moins en 2020, c'était 6 969 milliards en 2020. La courbe est ascendante et va continuer à monter? Oui, elle va continuer à monter, c'est ça notre objectif. Et pour que ça monte, il faut continuer des réformes, maintenir les réformes. Alors, parmi les réformes ou des actions qui ont été menées, c'est d'abord le traitement des dossiers contentieux, le contrôle fiscal, le renforcement du contrôle fiscal, où le ministère des Finances a laissé aux administrations fiscales de faire leur travail comme il faut, de le soutenir et de faire le contrôle partout où il y avait tentative de fraude ou simplement de contrôle de routine qui ont finalement abouti à des redressements qui ont permis à ce que les recettes augmentent et de ce fait qu'a commencé aussi à améliorer le comportement des contribuables et parallèlement aussi le comportement des personnels de régie pour travailler. Autre réforme, c'est la digitalisation qui a commencé au niveau des ISIS Régie, qui a été déployée en 2021, une première partie, en 2022, une deuxième partie, qui a permis en fait de régler une partie du problème, c'est-à-dire au moment du paiement des recettes des banques commerciales jusqu'à la Banque centrale. Et cette traçabilité a permis en fait que la fraude qui existait à ce niveau-là, la fraude documentaire et tout ça, a fait que ça bloquait une fraude qui est à ce niveau-là. N'est pas encore complète, la digitalisation, elle n'est pas encore complète. Hein. Oui, la chaîne informatisée de la chaîne des recettes est en train d'être implémentée. Là, c'était un maillot qui a été mis en place, c'est-à-dire une partie qui était manuelle. Lorsque le contribuable va payer auprès de la banque, à l'époque, la banque le transmettait manuellement par chèque barré au niveau de la banque centrale, la comptabilisation était manuelle et les régies avaient 2, 3, 4, 5 jours pour suivre une recette. Aujourd'hui, ça s'effectue en temps réel. Au moment où je vous parle, il est à l'est du pays, les bureaux des banques sont déjà ouverts. On peut rapidement regarder combien déjà les banques ont encaissé pour le compte de l'État. Et donc, ça permet une traçabilité ici de voir les recettes qui sont déjà encaissées et de suivre les reversements. On voit même des régies comme appeler les banques, appeler la Banque centrale, appeler le ministère des Finances pour dire telles recettes que nous avons vues, il y a un retard de comptabilisation. Et ça permet rapidement de canaliser les recettes. Mais la digitalisation continue. Le déploiement de Logirad, c'est un logiciel qui a été doté par la DGRAD. Pour la première fois, la DGRAD n'a jamais eu de logiciel. On lui a donné un logiciel intégré qui prend tous les modules de la perception des recettes, de la taxation, ordonnancement, recouvrement et toutes les autres opérations de contrôle qui ont été déployées cette année. La phase test a été l'année à partir de 2020 et là, le déploiement continue. Alors, au niveau de la DGI, il y a un logiciel intégré qui est en train d'être implémenté, mais entre-temps, le logiciel qui est là, GESIMPO, a été renforcé et a été déployé dans tous les centres des impôts, donc ce qu'on appelle le CDI, et dans quelques centres CIS, c'est-à-dire le niveau le plus bas qui gère les petites entreprises. Donc la DGI n'a pas encore totalement intégré la digitalisation. Hein. Non. Alors que c'est à son niveau que le gros des recettes sont collectées. Non, la DGI était déjà digitalisée. La DGI a déjà un logiciel. Mais simplement, c'est un logiciel qui n'était pas performant ou qui n'est pas performant. Et donc, il fallait implémenter notre logiciel beaucoup plus performant, c'est-à-dire ceux qui connaissent un peu le style SAP, pour permettre d'avoir une gestion intégrée de l'impôt, ce qui n'était pas le cas. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, l'autre aspect, c'est le déployer dans tous les services de la DGI. Ce sont les réformes qui se poursuivent, comme Logirad aujourd'hui. À partir de cette année, Logirad est déployé dans 6 ministères et dans quelques provinces. Ça, c'est la phase de cette année pour que ça soit étendu dans les autres années. Mais la DGI, c'est là autant que le logiciel qui sera implémenté cette année soit déployé dans tous les services. La DGI a 159 services. Et donc ça doit être déployé dans tous les services. La DGRAD a cinquantaine de services d'assiette, mais lorsqu'on voit son extension à travers le territoire, les provinces,
on a au moins 5000 sites à connecter à travers le pays avec un minimum de 20 000 utilisateurs. Donc ça, c'est un défi qui vient. Au niveau de la DGDA, il faut que je souligne, la DGDA a 107 bureaux de douane. En 2020, c'est 74 bureaux qui étaient informatisés. Et en 2021, il avait l'objectif d'atteindre 80 bureaux de douane. Et en 2022, ils sont atteints 88 bureaux de douane. Donc c'est un processus qui continue. C'est-à-dire, l'idée, c'est que de ne pas négliger les bureaux de douane. Autant que c'est un bureau de douane, il faut qu'il soit informatisé. Parce qu'en informatisant, nous sommes sûrs que beaucoup des recettes qui échappaient seront canalisées vers le trésor. Donc, voilà le coulage continue, les coulages des recettes continuent. Hein. Non, on ne dit pas que le coulage des recettes continue, mais on dit qu'au niveau des bureaux de douane, on ne sait pas aujourd'hui appréhender réellement la capacité de ces bureaux de douane-là parce qu'il n'est pas informatisé. En mettant l'informatisation avec des moyens de paiement bancaire, ça permet en fait de mesurer la vraie capacité. Ça peut être faible, ça peut être 0,5% des recettes, mais il faut l'informatiser, peut-être ça passera à 0,01%. L'objectif, c'est tout service de régie financière soit informatisé, quelle que soit sa capacité contributive. C'est d'abord cela pour avoir une vue globale sur la mobilisation des recettes. Nous sommes au niveau des réformes, c'est après la digitalisation. À part la digitalisation, l'autre réforme qui est mise en place, qui est en cours, c'est la réforme visant la facture normalisée, c'est-à-dire le déploiement de systèmes pour la maîtrise de la TVA et par là du chiffre d'affaires au niveau des entreprises. Ça, c'est une réforme qui est en cours, qui devrait aboutir cette année. Nous avons aussi la réforme sur la déclaration récapitulative. Non, on parle de la réforme sur l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés. Ça aboutira pour les personnes physiques, en fait. La réforme sur la déclaration récapitulative des revenus des personnes physiques. Ce sont des réformes qui permettront, en fait, à l'État, au lieu de continuer à non seulement continuer à se focaliser sur les sociétés, mais commencer aussi à suivre le comportement fiscal des personnes physiques. Ça, c'est donc pour le futur. Mais ce qui permet aujourd'hui la mobilisation des recettes, c'est cette digitalisation notamment qui est en phase d'installation dans le pays. Oui, il y a la digitalisation, mais il y a aussi les réformes qui sont maintenues dans le cadre de contrats de performance, notamment l'effort de service dans le cadre du recouvrement de contentieux et d'autres indicateurs qui sont placés dedans qui permettent en fait d'augmenter l'effort de service. L'effort de service est justement faible jusqu'à aujourd'hui. Oui, l'effort de service, on ne peut pas dire qu'il est faible. On peut dire qu'il peut mieux encore se comporter. Et ça, il faut le mesurer par des indicateurs. Donc, il ne suffit pas de le dire, parce que notre système est déclaratif, mais après, il y a des efforts à mettre en place. Déjà, suivre si tous les contribuables ont déclaré dans les délais, suivre que si tous les contribuables ont payé dans les délais, et puis après, vérifier les déclarations des contribuables. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui sont pris en compte et la dynamique qui est mise en place, les régies au niveau des directions générales, au niveau des directions provinciales, au niveau des services opérationnels, aux services techniques, ont compris la nécessité de suivre tous les paramètres, pas seulement suivre les chiffres globaux en fait, mais de regarder tous les paramètres et mettre l'accent sur ce qui est faible et de les remonter. Alors, monsieur Jean-Paul Bokétchou, moi je vais vous poser cette question. Monsieur Adolphe Lumbiki vient de parler de ces performances qui ont été réalisées par la RDC, par le ministère des Finances. Mais est-ce que on peut vraiment se bomber le torse avec ces performances? Vous bénéficiez peut-être pas vous bénéficiez certainement de la conjoncture actuelle, conjoncture internationale. Merci beaucoup, Eric. Ça, c'est la question que tout le monde poserait, mais je vous dirais non. Il faut se bomber la torse parce que les performances qui sont réalisées sont, comme vous avez rappelé au début, c'est un record historique. Et pourquoi un record historique? C'est que si vous regardez, comme vous avez dit, passer de environ 6 000 milliards de francs congolais en 2020 à près de 11 000 milliards,
et puis on fait à 18 000 milliards en 2022, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est pas un fruit du hasard. Il y a le cours des principales matières d'exportation qui ont augmenté sur le marché. Oui, il y a les vertus du code minier révisé de 2018 qui permettent qu'il y ait cette mobilisation massifiée des recettes. Exactement, on peut dire tout cela, mais quand vous regardez, parce qu'il faut regarder d'abord dans les chiffres, c'est-à-dire de 2020 à 2022, c'est une augmentation de plus de 164%, c'est-à-dire en termes simples, c'est-à-dire les recettes de l'État ont triplé. Et tripler les recettes de l'État en 2 ans, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas ça. Et quand vous regardez même tous les pays d'Afrique, parce que 2 ans, c'est-à-dire depuis la sortie de Covid à fin 2020, quand vous regardez tous les pays d'Afrique, dans les 10 premiers pays d'Afrique, c'est la RDC qui vient les premiers. Les top 10 d'Afrique, ils viennent les premiers. La RDC est le seul pays qui a triplé ses recettes de l'État dans les 2 années, c'est-à-dire 2021 et 2022, comparé à 2020. Alors que si vous prenez en Afrique, parmi les 10 pays d'Afrique qui sont les top 10 en termes de mobilisation des recettes en 2022, le deuxième, celui qui vient après la RDC, c'est le Congo en face. Et le Congo en face n'a pas triplé. Ils sont prêts à doubler. Ils n'ont même pas doublé. Donc, ils sont prêts à doubler. C'est normal. Lorsque vous avez la tonne du cuivre qui varie entre 8 000 et 10 000 dollars la tonne, lorsque la tonne du cobalt varie entre 30 000, 40, parfois 50 000 dollars, la tonne, c'est normal qu'on puisse atteindre ces chiffres. Oui, je vais arriver. C'est-à-dire, le Congo en face, il n'a presque que doublé. Vous prenez, après lui, il est suivi par le Guinée équatoriale, qui est un autre pays du pétrole. Malgré le boom du prix du pétrole, il n'a pas doublé. Vous prenez, il est suivi par l'Angola. L'Angola aussi, c'est le pétrole. Ils n'ont pas doublé. Vous prenez après, c'est le Nigeria. Le Nigeria aussi, c'est le pétrole. Ce sont les top 5, c'est-à-dire le Congo est le premier. Et il est suivi par ces 4 géants africains qui sont tous pétroliers. Et malgré le boom pétrolier qu'on a vécu en 2021-2022, où le prix du pétrole est passé de 40 dollars le baril à plus de 120, c'est-à-dire le prix a triplé, le prix du pétrole a triplé. Ils n'ont pas arrivé à doubler les recettes. Mais le Congo, bien sûr, comme vous parlez que le prix du cobalt, le prix du cuivre a augmenté, mais il n'a pas doublé. Et quand vous prenez, même la production, on parle de production de 2 millions de tonnes, c'est ça, c'est la production. Donc il faut dire, l'effort, c'est beaucoup plus du côté de la RDC, c'est la production. Ce n'est pas juste les gains des prix. Et de l'autre côté, pendant ce même moment, en 2022, qu'est-ce qu'on a pu observer? Si le prix du cuivre avait augmenté, le prix du cobalt a baissé. Il est passé de 80 000 la tonne à près de 50 000. C'est-à-dire qu'il y avait des effets contraires. Mais malgré cela, ce que ça montre, c'est-à-dire quoi? Que les performances qui sont ici réalisées ne sont pas seulement, je veux dire pas seulement, le fruit de la conjoncture des prix des matières premières, parce que comme je vous dis, le prix du cuivre on va dire principalement. A augmenté. Dites quand même principalement. C'est un effet combiné des prix des matières premières et les prix des réformes qui ont été mises en place. Et je crois mon collègue... Mise en place en 2018, parlant du code minier révisé de 2018. Non. Avec les super profits et tout ce qui suit comme autres taxes et impôts qui sont payés par les sociétés minières. Le code minier de 2018 qui a commencé à produire ses effets. Mais comme mon collègue Adolphe l'a dit, c'est un effet des réformes. Par exemple, en termes de renforcement du contrôle fiscal. C'est-à-dire le contrôle fiscal, c'est une mesure structurelle qui est déjà là-bas. Mais qu'avant, qu'on n'utilisait pas, mais il fallait qu'on utilise ces bons instruments pour qu'on réduise les injonctions à donner aux opérateurs qui ne mettent pas l'argent dans les caisses de l'État à ça. La question, ce n'est pas que la réforme, elle est nouvelle, le renforcement contrôle fiscal, ça existe. Mais avant, qu'est-ce qu'on vivait dans ces pays? C'est-à-dire les gens venaient au lieu de ce qu'il faut mettre dans la caisse de l'État, les entreprises, et ils prenaient pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a mis cette réforme-là avec les recouvrements et ça permet de ramener l'argent dans la caisse de l'État. Et pas seulement ça, comme on a dit, la digitalisation. La digitalisation, ce qui a été observé, c'est qu'avec le passage de moins de 10% des bureaux digitalisés à près de 80% des bureaux, dans les bureaux digitalisés, il y a eu un doublement des recettes. C'est ça. Ce sont des efforts réels qui sont observés sur le terrain et ces efforts vont se poursuivre. C'est ça. Donc, ce n'est pas juste, comme dirait tout le monde, que c'est l'effet des prix des matières premières. Ils n'ont qu'à analyser le coût des matières premières
nous sommes en train de faire un mélange des vents contraires. C'est-à-dire, si le prix du cuivre... Pour vous, c'est quoi? C'est 50% et... Non, ce n'est même pas 50%. C'est un combien? tiers, la conjoncture, et 2 tiers, c'est vraiment le fruit des réformes qui sont menées en termes de gouvernance, telles que prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec le renforcement des contrôles. Les entreprises, l'IGF, il est là, il contrôle. Les entreprises, la gouvernance, tellement c'est renforcé. Le contrôle est renforcé par les administrations fiscales. Le contrôle est renforcé, aussi, mais le coulage des recettes persiste. Le coulage des recettes, on dit la corruption, le détournement, c'est même immunisé. Vous dites, le contrôle est là, non, le détournement diminue, c'est ça, c'est un processus, mais c'est en train de diminuer. Et je pense que si la gouvernance n'était pas renforcée, on n'allait pas voir cette canalisation des recettes vers les caisses de l'État. Ça allait partir dans les poches des gens. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que ces recettes sont là et elles peuvent être canalisées vers les caisses de l'État. Et c'est un processus qui est en cours avec tout l'engagement du chef de l'État en termes de gouvernance qui commence à produire les Donc vous avez, pour vous, les effets ou les vertus du Code minier de 2018 n'ont pas impacté sensiblement dans la mobilisation massifiée des recettes aujourd'hui? Non. Le Code minier de 2018, sa révision, ça préparait le terrain. Mais vous savez, malgré cela, il faut l'application. Il faut l'application. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de cueillir, vous êtes en train de recevoir les fruits des réformes qui ont été effectuées avant, en 2018. Oui, une partie. Pourquoi? Parce que dans la révision du Code minier de 2008, il y a eu une augmentation des redevances minières. De 2018, il y a eu une augmentation des redevances minières. Mais même si on augmente dans les textes des lois, la collecte, ce n'est pas donné, ce n'est pas quelque chose de gratuit qui tombe comme ça. Il faut aller les chercher. Et c'est ça, par exemple, comme mon collègue Adolphe l'a dit, c'est-à-dire il faut aller chercher cet argent auprès des privés pour les collecter et les ramener dans la caisse du Trésor. Et c'est cet effort-là d'aller collecter et les réformes autres en dehors, parce que ça c'est juste dans le secteur minier, les autres réformes aussi qui sont menées dans d'autres secteurs en termes de diversification de l'économie qui commencent à donner aussi leurs effets en élargissant la base fiscale et l'assiette fiscale. Mais aujourd'hui, monsieur Adolphe Lumbikila, est-ce que cette performance que vous vantez n'est pas théorique? La performance n'est pas théorique. Je vais d'abord revenir sur les chiffres. Je suis d'accord avec mon collègue. C'est la conjoncture internationale, c'est les tiers. Je vous dis, par exemple, les études menées sur 2022 avec la digitalisation, ça a rapporté au moins une augmentation. Son apport s'est évalué à près de 25%. Donc ce sont des éléments réels. Après, il y a le contrôle fiscal. Vous vous souvenez, il y a eu un contrôle fiscal de manière spectaculaire dans notre pays, jamais réalisé, de 300 millions avec Glencore. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu le code minier, mais personne n'avait imaginé qu'on pouvait payer les super profits. C'est le combat que nous avons depuis l'année passée pour que les super profits soient payés. Et on commence à être payés. Donc les tests peuvent bien exister, mais il faut avoir une efficacité en matière de gestion, en matière d'application des tests, et un alignement politique, c'est que le ministère des Finances est en train de faire, pour amener les entreprises à payer les super profits, mais aussi à soutenir les régies financières dans cet effort de collecte de cet impôt-là. Donc c'est une conjonction de plusieurs effets. Mais c'est une loi qui existe. Pourquoi vous dites vous devez être derrière les contribuables pour les obliger à payer, alors qu'une loi existe? La loi, le code minier, c'est une loi. Donc tout opérateur du secteur minier est obligé de respecter. Est-ce que vous devez être derrière pour pousser à payer? Ils ne payent pas quand vous ne les poussez pas? Notre système est déclaratif. Le code minier est là depuis 2018. C'est en 2022 que nous nous sommes dit que ça devait être payé. On le suit. C'est déclaratif, ils payent. S'ils ne payent pas, il faut les suivre. Mais avant, personne ne pensait qu'ils pouvaient les payer. Beaucoup étaient dubitatifs. Mais il fallait être vigilant, en parler, pousser. Et tout le monde a compris que les Congolais se sont réveillés. Ils sont prêts à regarder toutes les recettes qui doivent entrer au trésor public. Alors, c'est pour dire que les chiffres ne sont pas théoriques, sont bien réels. Et ça se ressent
la gestion courante du pays. Donc, du point de vue de finances, la recette sert à couvrir les dépenses. Et les dépenses de l'État sont énormes. Ça vient en termes de rémunération, ça vient en termes de fonctionnement, ça vient en termes de paiement des services financiers, de la dette, ça vient en termes de subventions. Et tout cela, donc, ça vient couvrir les dépenses de manière générale. Et donc, les chiffres ne peuvent pas être théoriques parce qu'on les ressent dans la gestion. C'est vrai que nous sommes passés de la pression fiscale qui est à 8%, aujourd'hui nous sommes à 15%. À 15%, nous oui. sommes encore faibles par 20% rapport la moyenne africaine. à la moyenne africaine. Donc, beaucoup de pays ont déjà dépassé ça depuis longtemps derrière nous. C'est normal parfois que ça ne soit pas trop ressenti au niveau de la population, parce que la population attend d'abord qu'il y ait une augmentation des salaires peut-être au pourcentage ou bien au taux, au même rythme que l'augmentation des recettes. Mais on peut oublier de l'autre côté que la fonction de l'argent, ce n'est pas toujours la consommation, c'est l'investissement et aussi parfois l'épargne. Donc, alors, c'est un pan qui n'était pas pris en compte. Et des éléments que nous avons, par exemple, en 2020, avec des faibles ressources que nous avions, les rémunérations se chiffrent presque à 80% des recettes collectées. Et donc, on ne pouvait même pas investir. C'est comme ça le taux d'investissement était à moins de 2%. Et là, avec les recettes, l'investissement commence. C'est avec l'investissement qu'on construit l'économie. Avec l'investissement, on peut diversifier l'économie. Avec l'investissement, on fait le social, tout ça. Donc, et aussi, il faut payer les services de la dette, épargner, ainsi de suite. Et donc, ça ne peut pas être théorique, cette augmentation. Nous sommes d'accord, il y a une augmentation. On n'a pas encore atteint le niveau, on va en parler. Il y a des actions, des réformes qui sont encore en cours, qui seront implémentées cette année pour continuer à maintenir cette tendance, augmenter, parce que le pays vaut plus que ce que nous avons encore aujourd'hui. On enregistre au niveau des recettes, mobilisation de recettes intérieures en 2022, 18 427 milliards de francs congolais. C'est en 2022. En 2023, on assiste à une dépréciation du franc congolais. Alors, est-ce qu'il y a... c'est comme ça pose un problème. On mobilise de manière massifiée les recettes, on dépasse, on crève le plafond, on atteint des chiffres historiques, comme vous le dites, mais la monnaie bouge, la monnaie devient instable. On est aujourd'hui 2000, on est passé à 2000, à un moment donné, on a enregistré une stabilité au niveau du taux de change. Aujourd'hui, par rapport au dollar américain, on est à $1 pour 2300 francs congolais. Alors, à quoi cette mobilisation de recettes, est-ce qu'elle fait son travail? Bon, je vais vous répondre dans deux axes. Le premier axe, il y a d'abord la nécessité de mobiliser les recettes. Mobiliser les recettes pour donner à l'État ses moyens financiers, pour couvrir les dépenses, mobiliser les recettes pour donner à l'État des moyens pour avoir des réserves, mobiliser les recettes pour donner à l'État des moyens pour investir. De l'autre côté, il y a la gestion monétaire qui est gérée par la Banque centrale avec le ministère des Finances, Oui. et il y a la dépréciation. Alors, ce qu'on peut retenir par rapport à la dépréciation du franc congolais, c'est d'abord la dollarisation de notre économie, où nous raisonnons en monnaie étrangère. Nous voyons même dans nos langages de tous les jours, et les gens raisonnent en monnaie étrangère, et même dans des... Mais c'est la monnaie refuge, en fait. Et même Le dans des... dollar américain, c'est la monnaie Oui, refuge. mais c'est ça, en fait, je vais y arriver. Pour parler de l'instabilité de l'économie, malgré les recettes mobilisées, Oui, l'économie congolaise oui. est toujours instable. Oui, justement, c'est ça. Alors, les gens raisonnent en monnaie étrangère, et même, nous faisons beaucoup plus d'importations. En important, l'importation se fait en monnaie étrangère. Et donc, la mobilisation des recettes vient aider à couvrir cette partie-là. Donc, quand je disais qu'il fallait investir, l'investissement va permettre de diversifier l'économie, qu'on réduise les importations. Et les importations, quand on réduit les importations, il y aura peu de demandes en monnaie étrangère. Et la demande en monnaie étrangère, peu de demandes va permettre qu'il y ait une stabilité. C'est un élément de réponse par
par rapport à la stabilité. Si on veut faire le lien entre la mobilisation des recettes et la stabilité des taux d'échange, c'est que le surplus des recettes déjà permet d'avoir quelques matériaux de devises pour répondre aux besoins d'importation. Ça, c'est le premier élément. Mais l'autre élément sur lequel je veux insister, il est plus psychologique aujourd'hui. Vous avez parlé de la monnaie refuge. Ça, c'est dans notre mentalité et c'est ça qui est plus compliqué. Je vois souvent des gens, quand ils font des achats en monnaie étrangère, alors qu'on peut faire des achats à notre monnaie aussi. Donc, sauf que chaque fois nous raisonnons en monnaie étrangère, ça pose problème. Le compte général du Trésor est en francs congolais. Donc, on mobilise les recettes en francs congolais et quelques recettes qui viennent en monnaie étrangère restent, on les convertit dans le compte général en francs congolais, mais ça reste pour permettre à l'État ça traduit la fragilité de l'économie congolaise. Oui, l'économie... L'économie congolaise est toujours fragile malgré cette mobilisation massifiée des recettes. Oui, mon collègue pourra bien le dire. Oui, l'économie reste fragile, mais nous sommes dans un mouvement ascendant. Donc nous sommes en train de remonter la pente, en fait. Les liens, comme je l'ai dit, avec la mobilisation des recettes, il faut qu'il y ait beaucoup plus de recettes pour permettre à l'État d'avoir beaucoup plus de ressources pour diversifier l'économie. En même temps, certains paiements qui se font en monnaie étrangère viennent aider la Banque centrale à avoir beaucoup plus de devises pour répondre aux besoins d'importation. C'est ça les liens qu'on peut avoir. Ces recettes mobilisées sont minimalistes. Elles sont minimalistes, hein, les recettes qui sont mobilisées aujourd'hui. Non, il y a un potentiel, on peut faire plus que ça. Oui, on peut faire plus que ça. C'est ça notre travail tous les jours. Comment, contraindre la fraude fiscale. Deux, comment explorer certaines niches fiscales qui sont encore moins exploitées et travailler. Je peux vous les donner. Nous parlons de la TVA. Tout le monde sait que la TVA n'est pas bien collectée parce que nous avons le test juridique, mais elle n'est pas accompagnée d'un système informatique qui permette de bien suivre. Ça, nous travaillons pour mettre en place la Est-ce que c'est compliqué, pardon, pour collecter la TVA? Les caisses enregistreuses, ça coûte pas cher pour la République démocratique du Congo. On peut les acheter et permettre d'augmenter les recettes de ce côté-là, au niveau de la TVA. Oui, la caisse enregistreuse, c'est un terme, c'est une technologie qui existait. L'idée pour le ministère des Finances, c'est de mettre en place un système informatisé qui permette de collecter la TVA. Je vais vous expliquer. Les caisses enregistreuses, nous le disons autrement, c'est des dispositifs électroniques fiscaux. C'est-à-dire le ministère des Finances veut aujourd'hui mettre en place un système qui permette, lorsque vous effectuez une transaction avec une entreprise, les entreprises qui ont des systèmes de facturation, que cette facturation, avant qu'elle soit émise, elle soit certifiée par la DGI, le système de la DGI, avec un numéro de la DGI, avec un code qui est pour vérifier. Et donc, ça permettra à ce que la DGI ait déjà l'information avant la déclaration. Lorsque l'entreprise viendra déclarer, c'est juste pour confronter. Et l'entreprise saura qu'elle a déjà l'information. Ça réduit les tentatives de fraude. Et les dispositifs, en fait, seront distribués dans des supermarchés. boutiques, dans des supermarchés, pour permettre à ce que, lorsque l'individu paye, avec ces dispositifs-là que vous appelez caisse enregistreuse, ce dispositif va permettre d'émettre la facture, et cette facture, avant d'être émise, devra être certifiée par la DGI. C'est-à-dire, ça va se synchroniser avec la base de données de la DGI pour lui donner un numéro de référence qui sera unique et permettre le suivi. Et ça permettra d'ici la fin de l'année. Et nous l'établons d'ici en phase pilote et en début juillet. Je prends cet aspect-là. Nous prenons le jeu d'argent. Aujourd'hui, tout le monde joue le jeu d'argent. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard, ce qu'on appelle les jeux de hasard, ce sont des jeux d'argent. Parce que les gens parient l'argent, tout ça. On dit qu'il y a moins d'un million de dollars c'est 500 collectés. 500 000 dollars collectés dans notre pays. Alors que les pays qui ont, au niveau africain, qui ont la population, des tiers de notre population, ils sont déjà à 100 millions. Et donc là, nous sommes en train de travailler. Nous avons commencé depuis l'année passée pour mettre en place des systèmes qui vont permettre de s'interposer entre les joueurs et la société de jeux pour avoir tous les chiffres d'affaires. Nous sommes en train d'arranger la fiscalité de ce côté-là pour permettre à l'État d'entrer dans ses recettes, mais pas seulement les recettes, lutter contre le blanchiment et aussi lutter contre la dépendance. Ce sont ces trois faits. La dépendance aux jeux. Oui, ça c'est pas. Un autre secteur que nous vivons tous, les contraventions routières.
Aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe sur nos routes, ça devient inacceptable. Arrangement entre le policier, oui, Non seulement arrangement entre les policiers, mais parfois on voit les chauffeur. policiers impuissants, des chauffeurs qui ne respectent pas les consignes, alors que le feu de signalisation rouge, il passe et les policiers n'ont pas les moyens. Nous sommes en train de travailler aussi pour mettre en place des caméras, des radars. Oui, il faut des panneaux caméras de surveillance pour arriver. Pour que, lorsque quelqu'un commet une contravention, il reçoit directement le message dans son téléphone, on te donne les délais et doter la police des moyens de contrôle. Ça, c'est un processus. Les PES, cette année. Parce que l'État a besoin des recettes, nous ne devons pas attendre. Chaque jour, ce sont des manques à gagner pour l'État parce qu'il n'y a pas de moyens directs pour le contrôle et pour le contrôle des contraventions. Et donc, on ne devait pas attendre. Ce sont des réformes qui vont se mettre cette année. Donc, il y a tant d'autres réformes qui sont en cours. On pourra peut-être un jour prendre le temps pour en parler dans les détails, pour augmenter les recettes de l'État. Au niveau de la douane, il y a le système de traçabilité des douanes d'Arcis qui a commencé l'année passée, pour lequel nous sommes en train de travailler avec la douane et les opérateurs pour le mettre et dans des sociétés de télécom, dans des sociétés brassicoles et dans des sociétés tabascoles. Donc, nous sommes en train de travailler pour les retracer. Toujours l'objectif, appréhender les chiffres d'affaires pour se rassurer de la sincérité des déclarations. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous êtes expert, on va dire comme ça, le potentiel en ce qui concerne la mobilisation des recettes? Parce que lorsqu'on voit par exemple que la DGI a atteint 156% de ses assignations, 112% des GERAD, 84% pour la DGDA, est-ce que vous connaissez le potentiel? Parce qu'en fait, chaque année, ces régies financières dépassent leurs assignations budgétaires. Est-ce que vous, au niveau des ministères des Finances, parce que pour faire une bonne planification, vous devez connaître le potentiel de ces régies financières. Est-ce que vous êtes à même de vous maîtriser le potentiel? Oui, nous sommes en train de le maîtriser. Pour le maîtriser, c'est d'abord maîtriser le répertoire des contribuables. Ça, c'est un grand travail qui est en train d'être fait. Mais en même temps, maîtriser l'assiette. Maîtriser l'assiette, ça veut dire, c'est de savoir dans tous les secteurs, c'est quoi le vrai potentiel. Que ce soit le secteur minier, que ce soit le secteur des hydrocarbures, le secteur de l'environnement, tous les secteurs stratégiques, en fait, savoir comment ça se passe, l'appréhender. Mais si on veut parler de potentiel en termes de projection des recettes, comme on le dit, le minimum qu'on veut avoir, c'est atteindre 20% par rapport du PIB. Monsieur Jean-Paul Boketchou, je parlais de la fragilité de l'économie congolaise. On a 18 427 000 milliards de francs congolais. Il y a la monnaie qui connaît des petits soucis. Pourquoi? Parce qu'on a eu à faire des paiements en francs congolais. Le ministère des Finances a fait des paiements en francs congolais. Et du coup, on a enregistré ce trop-plein du franc congolais sur le marché de change. Ça veut dire que jusque-là, l'économie congolaise est encore fragile. Hein. Et les stratégies qui sont adoptées sont encore des stratégies prudentielles, comme on dit. Vous êtes prudent, on a adopté ces différentes stratégies. Oui, l'économie de la RDC est encore fragile, mais ce qui est important, c'est que ces fragilités sont en train d'être adressées. Comme vous avez dit, ce qu'on observe dans le marché d'échange, ce sont juste des effets transitoires. Et je pense que la Banque centrale est en train de travailler pour les adresser. Il y a eu déjà des interventions sur les marchés et elles vont se poursuivre avec d'autres instruments que la banque va utiliser pour absorber la liquidité qui est observée. Tout en priant pour que les cours ne puissent pas dégringoler sur le marché international des matières premières. Oui. Il faut prier. Là, il faut prier. Hein. Juste, ce qu'il faut savoir, surtout si la question du taux d'échange, c'est que nous avons tous les fondamentaux aujourd'hui qui réduisent notre vulnérabilité extérieure. Il est bien entendu que nous sommes encore dépendants des importations. Ce sont beaucoup plus les prix importés qui nous font, notamment pour de produits alimentaires et le pétrole et tout ça.
mais on a renforcé notre niveau de réserve. Les réserves se sont suffisamment accrues, parce que vous savez, avant ici, on criait quand les réserves de la RDC restaient pour moins d'une semaine, 2 semaines. Aujourd'hui, on a des réserves de près de 5 milliards de dollars, c'est-à-dire il n'y a aucun risque de défaut de paiement ou bien du côté des réserves. Mais ce sont juste des effets transitoires qui ont été observés sur les marchés et la Banque centrale est en train de travailler. Je crois récemment, il y a eu une réunion au niveau de la primature et de la présidence où ils ont montré que le taux de change va revenir rapidement à son niveau de stabilité, comme c'était l'année passée, en 2021, où ça n'avait enregistré que moins de 1% de variation. La question du taux de change est très, très importante parce que ça impacte le pouvoir d'achat des ménages et le gouvernement est en train de travailler pour mettre fin aux effets transitoires qui sont observés, aux variations transitoires. Mobilisation des recettes, oui, mais sur le panier de la ménagère, c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe. Avec les prix qui augmentent, je vous donne une petite illustration. Par exemple, on a vu un sac de riz qui est passé de 40 000 à 51 000 francs congolais. Il y a les piodis qui passent de 122 000 francs, 20 plus, je pense, à 149 000 francs. L'augmentation, c'est quasiment tous les jours. Cette mobilisation des recettes, finalement, elle n'a pas une incidence sur le panier de la ménagère. Non. La mobilisation des recettes a une incidence sur le panier de la ménagère. Il faut voir les choses autrement. Il faut se poser la question, vous savez, avec la mobilisation des recettes, qu'est-ce qu'on a pu observer? Ce qu'on a pu observer, c'est que les salaires, par exemple, des fonctionnaires ont augmenté de près de 45% l'année passée. Et puis, 45%, ça veut dire que ça a donné... Pour quelle valeur? Parce que quelqu'un, vous payez à 200 000 francs, vous le payez 400 000 francs? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, dans ce qu'il recevait, maintenant, ça a augmenté de 45%. C'est presque la moitié. C'est-à-dire, ça lui a augmenté la capacité d'acheter, la capacité d'acquérir des biens, comme on dit dans un panier, c'est-à-dire de ça. Mais de l'autre côté, comme vous avez dit, notre économie, nous sommes un peu victimes de produits importés. C'est ça, comme on a dit tout à l'heure, la fragilité de notre économie. Nous sommes un peu en dépendance extérieure en termes des importations. Par exemple, prenons pour les poissons, pour les légumes, pour ceci qui entrent dans le panier de la ménagère. Et donc, je crois que c'est là où on doit travailler fortement. Parce que si l'augmentation des salaires qui a été observée de près de 45%, ça, je prends juste cet exemple pour les fonctionnaires de l'État. Si les prix étaient restés fixes en termes concrets, c'est-à-dire ça allait augmenter la capacité de consommation du fonctionnaire. Mais puisque les prix importés que nous subissons, parce que les prix importés, nous subissons. Nous, dans le marché international, vous savez que nous sommes preneurs des prix. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui déterminons les prix, nous prenons ces prix comme tels. Regardez seulement l'huile que nous utilisons, qu'on prépare pour vous et moi, l'huile est importée. Alors que nous avons des grands espaces qu'on peut planter. Le Congo était le premier producteur, je pense, africain de l'huile de palme, avant la Malaisie. Donc, il faut qu'on repense notre économie. Et c'est là où revient l'importance de la diversification, c'est-à-dire créer des forces productives ici, exploiter notre potentiel local en termes de produits agricoles, de produits de pêche, de ceci, pour qu'on réduise la dépendance. Donc, en réduisant cette dépendance extérieure, nous allons préserver aussi notre pouvoir d'achat. Parce qu'il ne suffit pas qu'on augmente les salaires, par exemple, mais si cette augmentation se fait face à une dépendance extérieure où les Thomson augmentent, par exemple, donc nous subissons. Donc, travaillons dans la production locale, en augmentant nos capacités de production locale, et cela va nous préserver notre prix d'achat. Mais on est déjà dans les bons, parce que le gouvernement s'est déjà engagé. Vous êtes dans le bon, mais on ne voit rien sur le marché. Oui. On voit déjà. Il faut savoir aussi que la diversification, c'est un processus. Il y a déjà des programmes qui sont déjà en cours, qui ont démarré, notamment le programme agropastoral d'Ngandajika, qui va produire et inonder les marchés
avec des produits. Il y a dans le cadre du programme de 145 territoires, il y a un volet agriculture qui va aussi adresser la question de la production agricole. Et demain, les effets vont baisser. En même temps, vous savez aussi que le gouvernement s'est engagé avec le programme de transformation agricole qui a été lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et déjà, des financements ont été donnés, aussi bien en termes de recherche pour améliorer les semences, et aussi bien pour accroître la production. Et sous peu, on va voir vraiment un effet dans le secteur agricole et dans nos marchés. Et cela va baisser les produits avec la production, les prix avec la production locale. Et ça va adresser les questions. Le problème de contrôle des prix aussi se pose aujourd'hui au Congo. La question des contrôles des prix, je pense, comme mon collègue Adolphe venait de le dire tout à l'heure, il faut savoir que nous sommes en train de travailler fortement, aussi bien du côté des contrôles fiscaux, mais aussi des contrôles des prix. Ce sont les opérateurs économiques. Mais ici, l'État n'est pas là pour étouffer les opérateurs économiques. Tout ce que l'État est en train de mettre, c'est la transparence dans la gestion des affaires, la transparence dans l'exercice du commerce et la concurrence. C'est-à-dire que le commerçant doit vendre dans le prix réglementaire qui lui est demandé et qu'il ne doit pas aller au-delà de sa marge bénéficiaire. C'est pourquoi le ministère de l'Économie travaille sur ça. Ce n'est pas des tracasseries, mais et le gouvernement aussi appelle le secteur privé à jouer les francs jeux, c'est-à-dire de travailler dans la dynamique. Il y a eu beaucoup de laisser-aller, mais je pense que les efforts sont en train d'être faits et on commence à observer. Cette mobilisation des recettes va permettre d'investir, aurait dû permettre d'investir depuis l'année passée, mais il n'y a pas de gros investissements ici au Congo. Non. Il n'y a pas de major aujourd'hui. Non. L'investissement est en train d'accroître. Je pense que quand vous regardez, lorsqu'on a présenté les rapports, si on regarde en 2022, l'investissement a été multiplié 12 fois par rapport au niveau de l'investissement de 2020. Ça, c'est quand même une prouesse. Donc, multiplier les niveaux d'investissement de plus de 12 fois, ce n'est pas peu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut savoir, cet investissement, on a mis dans beaucoup de choses. Ça a financé, par exemple, au niveau des infrastructures, avec l'Office des routes, avec l'OVD, avec l'Office de DVDA, c'est-à-dire des voies de desserte agricole. Le pays est tellement grand. C'est ça. Et ici, les gens attendent aussi beaucoup de l'État. Mais l'État est en train de faire déjà quelque chose. Ça a financé le programme de 145 territoires, notamment dans la construction des écoles et des centres de santé qui ont démarré dans tous les territoires aujourd'hui, les 145 territoires. Ça a financé la réfection de l'hôpital de Mamayemo. Ça, tout le monde, même à Kinshasa, le connaît. Ça a financé la lutte contre les érosions, comme vous savez, ici à Kinshasa. À Kindele, on a vu la lutte contre les érosions. On a réhabilité le centre de captage de l'eau de l'Office des routes. Donc ici, pour accroître la capacité en eau, presque doubler au niveau de Kinshasa et rompre avec les ruptures de l'eau ou de ça. C'est-à-dire le gouvernement est en train de travailler. Mais ce qui est vrai, c'est que les besoins sont encore beaucoup. Le niveau où l'État était arrivé, comme le président avait dit, le niveau était trop bas au niveau du pays. Et relever de ces niveaux, partir, ce n'est pas facile. Mais c'est ce que le gouvernement est en train de travailler. Et déjà, ça commence à produire des effets. Aujourd'hui, ça commence à remettre le pays sur une bonne tendance qui, demain, on peut espérer que de bonnes choses commencent à venir. Mais l'effet sera applaudi par la population si la flambée des prix cesse. Oui. La question, les tensions qui sont observées sur le marché des biens et services, c'est-à-dire dans la flambée des prix, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vient du taux d'échange et ils sont transitoires. Donc, ils vont s'estomper. Mais il faut savoir aussi que si le marché des biens et services, nous sommes aussi, c'est le reflet aussi de la guerre imposée par l'Ukraine. D'abord, il y a double effet des chocs mondiaux, c'est-à-dire la Covid qui a coupé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Notamment, ça a rallongé les délais, par exemple, pour les cargaisons et ceci, cela. Et cela a été accentué avec la guerre en Ukraine. Et nous subissons ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, demander à tous les opérateurs économiques qui importent, un bateau qui devrait faire 1 mois, il doit prendre 2 mois. C'est-à-dire, c'est ça les chaînes de logistique mondiales. Et nous sommes victimes de ça.
comme nous importons beaucoup de produits, que ce soit les carburants, que ce soit les produits alimentaires, l'huile, les poissons, et tout ça, nous importons. Mais malgré cela, le gouvernement n'a pas laissé. Le gouvernement, l'année passée, a pris des mesures fortes, c'est-à-dire l'exonération de tous les produits de première nécessité, et qui ont permis au moins de calmer la flambée des prix. Ce que je peux dire ici à toute la population, c'est que n'eût été cette intervention du gouvernement, aujourd'hui, on sera à des niveaux de prix de première nécessité plus importants que ceux qui sont observés dans le marché. Donc, le gouvernement est en train de travailler, et pour prendre cette mesure, il fallait du courage. Et cela pu perdre au gouvernement plus de 100 ou 200 millions de dollars en termes de coûts de cette mesure. C'est-à-dire des recettes que le gouvernement aurait pu percevoir, mais le gouvernement a fait une subvention, c'est-à-dire en renonçant à ça, pour que le prix reste à un niveau un peu plus bas et qui satisfait le pouvoir d'achat des ménages. Alors, monsieur Jean-Adolphe Lumbikila, on est en train de chuter. Alors, vous avez fait signer des contrats de performance. Le ministère des Finances a fait signer des contrats de performance aux 3 régies financières. Pourquoi faire signer des contrats de performance alors qu'il y a des assignations budgétaires? Oui, c'était la cérémonie a eu lieu le mardi. Le ministre des Finances a signé des contrats de performance. Ce que je peux souligner, c'est une innovation qu'il a apportée depuis son arrivée. C'est parmi des réformes dont on parle. C'est une réforme managériale. Ça change la vision dans la gestion des finances. C'est mettre en place d'abord un cadre de gestion et d'évaluation. Alors, c'est vrai que l'objectif ultime des régies financières, c'est de mobiliser les recettes. Mais il faut entrer dans les détails pour voir fait par fait, action par action. Et donc, le contrat de performance a d'abord cet objectif-là, de ramener la gestion des régies financières à une gestion au niveau international, où il y a un élément, un document, un engagement entre la hiérarchie et les services concernés. Alors, il y a l'objectif des recettes. Ça change quoi? Parce qu'il y a des assignations. Ça change beaucoup de choses, vous ne pouvez pas imaginer. C'est invisible parce que c'est souterrain, mais ça se remarque dans les recettes. Ça change quoi? D'abord, le contrat de performance contient les chiffres des recettes globales. 2, le contrat de performance contient des éléments qualitatifs, c'est-à-dire des activités que les services doivent mener et le ministère doit mener pour aider à la mobilisation des recettes. Alors, de manière claire, dans le dialogue de gestion, on leur demande qu'est-ce qui peut vous aider à atteindre les objectifs. Les régies les énumèrent et qu'est-ce que vous attendez du ministère des Finances? C'est énuméré. Le ministère des Finances dit aussi qu'est-ce que nous pouvons vous aider pour atteindre. On le met en place, on met un plan d'action. On le coule dans le contrat de performance. Ce n'est pas fini. Un troisième élément, indicateur de performance. C'est très, très, très important. Ça permet simplement d'évaluer la progression. Je peux vous donner un exemple. Pour la DGDA, on a mis, parmi les indicateurs, les taux de contrôle des marchandises exonérées. Destination. C'est-à-dire, une marchandise a été exonérée, il faut qu'on se rassure que ça n'entre pas sur le marché. Et ça décourage la fraude. Et donc, on le met à un taux, ça doit être surveillé, évalué. Je prends au niveau de la DGI. On met les taux de contrôle des déclarations par mois. Chaque mois, c'est la TVA, l'IPER, les entreprises font la déclaration. Il faut contrôler tous les documents qui viennent. Alors, il leur est demandé d'accroître les taux. C'est pour que les contribuables se sentent contrôlés. Quand le contribuable se sent contrôlé, ça change son comportement. Ça, c'est un élément. Au niveau de la DGRAD, par exemple, on dit les titres qui ont été enrôlés, c'est-à-dire les contrats qui n'ont pas payé à l'échec, qui ont été enrôlés. On leur demande de recouvrer à un taux donné, à 30%. On peut évaluer leur progression. Ils étaient à 10% peut-être. Donc, je donne un exemple. Nous attendons les chiffres de cette année, nous continuons à faire l'évaluation, voir la progression et réajuster là où il y a des difficultés. On peut rapidement savoir à tel endroit les taux sont encore faibles et les évaluations se font régulièrement, au moins chaque mois, pour voir quelles sont les mesures pour ajuster. Et ça, c'est ce qui a changé la DRJ. Le ministre signe avec le DG des régies, le DG des régies signe des contrats ou des actes d'engagement avec les directeurs provinciaux et les directeurs provinciaux signent avec les services opérationnels. Et donc, ça se décline jusqu'au service opérationnel. Tout le monde se sent engagé à poursuivre les objectifs, pour remonter. Et ça, c'est du nouveau.
Et ce sont ces réformes qui font que quand vous allez auprès des services opérationnels, ils se sentent maintenant impliqués. Parce qu'il ne suffit pas de regarder les chiffres peuvent être trompeurs. Ça peut être dit à un effet conjoncturel. Mais il faut aller regarder les indicateurs pour se rassurer que voilà, tout marche bien. Là où ça ne marche pas bien, il faut donner une explication. Ce qui compte d'abord, c'est l'explication. Pourquoi ça a bien marché, pourquoi ça n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Et c'est un comportement managérial de niveau international qu'on doit avoir dans notre pays. Je rappelle que nos invités, ils sont deux, M. Jean-Paul Boketchou, économiste principal du ministre des Finances, et Lumbikila Luemba Adolphe, conseiller mobilisation des recettes du ministre des Finances. Avec eux, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Cette semaine, les denrées alimentaires de première nécessité sont vendues de la manière suivante. Un sac de riz de 25 kg coûte 50, 52 et 54 000 francs, c'est selon la marque. Celui de la semoule 25 kg est vendu à 46 000 francs. La mesurette est à 2 300 francs congolais. Un sachet de sucre coûte 12 500 francs congolais. Un sac de farine de froment 25 kg est à 52 000 francs. Les prix de vivres frais se présentent comme suit. Un carton de cotis viandé revient à 95 000 francs et le kilo coûte 10 000 francs. Un carton de cuisses de poulet est à 65 000 francs et le kilo revient à 6 500 francs congolais. Les tripes sont vendues au même prix que les cuisses de poulet. Un carton de poisson chanchard 20 plus est à 80 000 francs et le kilo revient à 8 000 francs congolais. Un carton de viande de bœuf est à 320 000 francs, le kilo coûte 15 000 francs. Un carton de poulet est à 35 $. La pièce varie entre 10, 11 et 12 000 francs congolais. C'est selon le poids. Un kilo de spiringue est à 11 000 francs. Celui de gésier revient à 7 000 francs. Celui de rognon coûte 5 800 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 65 $ et le kilo revient à 16 000 francs. Les prix des légumes ont été revus à la hausse. Une botte de amarantes se vend à partir de 1 500 francs congolais. Elle était à 500 francs. Celle d'oseille est à 500 francs. Une mesurette ou écolo de maïs se vend à 1 500, 2 000 et 2 500 francs congolais. C'est selon la grandeur. Un seau de cossette de manioc est à 22 000 francs. Il était à 18 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 litres est à 120 000 francs. Celui de 20 litres coûte 95 000 francs. Celui de 15 litres coûte 70 000 francs. 10 litres 48 000 francs. Et celui de 5 litres revient à 25 000 francs congolais. Une mesurette des haricots appelée Goma est à 3 000 francs. Celle des haricots dénommés Loufou coûte aussi 3 000 francs. Celle des Milaï est à 2 500 francs congolais. Un tas de bananes plantain coûte 3 000 ou 5 000 francs congolais. Celui de 2 000 francs s'est fait de plus en plus rare. Un tas de pommes de terre est vendu à partir de 2 000 francs. Celui de patates douces se négocie aussi à partir de 2 000 francs. Un plateau d'œufs coûte 13 ou 15 000 francs, c'est selon la grandeur des œufs. Une chikwang bateke coûte 500 ou 1 000 francs congolais. Un pain se vend à partir de 200 francs congolais. Merci Béro Matanda, on se retrouve la semaine prochaine pour vos différentes rubriques. Alors, messieurs, une minute avant de nous quitter, Monsieur Mobilisation des recettes, jusqu'où, en une minute, la mobilisation des recettes, on va y aller jusqu'où et de quelle manière cette mobilisation des recettes va impacter sur la vie des Congolais. Le potentiel en termes de mobilisation des recettes est encore très grand. Cette année, nous avons un objectif d'atteindre 11 milliards de dollars américains et nous pouvons l'atteindre, nous y travaillons. Ça servira à quoi? Ça servira à aider le gouvernement à couvrir les dépenses contraignantes. C'est encore faible. Nous pensons qu'en 2024, nous allons encore augmenter. En 2025, ça va encore augmenter. C'est possible et nous y travaillons. Beaucoup de mesures sont prises. Beaucoup de niches existent encore. Nous allons y travailler pour que, petit à petit, la RDC ait réellement des moyens financiers et ça va aider aussi à diversifier l'économie. Monsieur l'économiste principal du ministre des Finances, Jean-Paul Boketchou, la croissance, on parle de ses performances, mais la croissance de 8,5 dont on parle depuis l'année passée n'est pas inclusive. Elle le sera bientôt ou dans quelques années. Oui, monsieur Eric, ça c'est très très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe sous ces gouvernements de Samalou Kondé, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, est historique.
et historique. Pendant que le monde entier, dans toutes les régions du monde, la croissance est en train de reculer, en RDC, la RDC se positionne comme le pays le plus vigoureux d'Afrique en termes de croissance avec 8,5, qui dépasse tous les pays d'Afrique. Et cela, c'est en train de créer la richesse, c'est en train d'augmenter le revenu de l'État, comme disait mon collègue, pour donner les recettes de l'État, pour donner à l'État les moyens de sa politique. Et les recettes sont en train d'accroître à un niveau, à une vitesse que personne ne pouvait s'attendre, donc avec un triplement dans 2 ans. Et d'ici la fin de cette année, la mobilisation des recettes, des ressources, ici pas seulement des recettes, mais des ressources, va répondre à l'objectif que le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde avait assigné de 36 milliards sur les 3 ans. On va dépasser les 16 milliards aujourd'hui. Oui, on peut dépasser toutes les ressources 16 milliards. intérieures et extérieures. On va atteindre 36 milliards qui étaient définis dans le programme d'action du gouvernement. Et ces ressources, donc, ça crée donc les conditions du début donc de l'amélioration des conditions de vie des populations et de relance de notre économie. Comme vous le savez, la pression fiscale, déjà, à fin 2022, a doublé. Ici, si on compare par rapport aux années passées, la pression fiscale, c'est donc le revenu de l'État divisé par le PIB. Quand, en 2020, c'était autour de 7% du PIB, aujourd'hui, on est à 15% du PIB. C'est-à-dire l'État est en train d'avoir des moyens pour faire sa politique. Et comme a dit mon collègue Adolphe, le potentiel est là. Et la pression fiscale est en train d'accroître pour aller au-delà de la moyenne africaine de 18%. Et donc, cela va donner à l'État des moyens pour adresser beaucoup de problèmes que nous avons, c'est-à-dire les déficits d'infrastructures dans ces pays, les déficits d'énergie, la pauvreté, et aussi renforcer le rôle du secteur privé, aussi bien international que national, surtout les nationaux, qui n'ont pas la main dans le contrôle de l'économie. Donc, ça va créer des entrepreneurs nationaux qui vont avoir le contrôle de l'économie et accélérer la diversification pour que nous puissions produire localement et ne pas être objet des chocs extérieurs en termes de prix. Merci. Je rappelle que nous recevions M. Jean-Paul Boketchou et M. Adolphe Lumbikila, des collaborateurs du ministre des Finances. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. J'espère que nous pourrons avoir une autre occasion de parler économie, finances publiques dans cette émission. Merci. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Patrick Mugongo qui était à la vidéo. Merci à Chris Bivoula et ainsi que Grace Lema qui ont été au niveau de la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, émission Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt. Sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.